l'époque des hypervitesses, des plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais... Sous tension. Connecté. Paradoxal. Moi, je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Alors aujourd'hui, c'est avec plaisir que nous accueillons Louise Chenevière, écrivaine, mais aussi depuis peu chanteuse. Vous avez écrit aux éditions POL un livre fort, Comme la chienne, en 2019. C'est un titre violent que vous empruntez à Sade, qui écrit que la femme est comme la chienne, comme la louve, elle doit appartenir à tous ceux qui la veulent. Un titre violent certes, mais un titre à la hauteur des violences que le monde suscite à l'endroit des femmes, en particulier à leur vécu intime et à leur corps. Ce roman est une succession de récits fragmentés où la vie intime, le rapport au corps se confronte à l'immense violence du monde. En 2021, vous écrivez un autre roman, Mausolée, dans lequel vous racontez une histoire d'amour, une histoire folle et intense, mais déçue, jamais à la hauteur de ses promesses. C'est l'histoire d'une rupture ruminée, où se mélange de la tristesse, de la déception, une immense sensation de vide, mais de la colère aussi. Vous racontez comme s'il s'agissait d'une grande lettre adressée à l'amoureux absent, une révolte face à cet amour abîmé, mais aussi ce désir si fort de vivre la liberté et l'indépendance. Depuis quelques mois maintenant, vous écrivez de la musique que vous interprétez au sein du tout jeune groupe À Côté. Nous aurons évidemment le plaisir d'écouter vos créations musicales au cours de ces 2 épisodes. Louise Chenevière, bonjour. Bonjour, Romain. Alors, j'ai attendu ce moment de vous rencontrer avec impatience et j'étais particulièrement touché par vos 2 premiers romans. Et le premier, Comme la chienne, donc, qui est paru en 2019, ne peut pas laisser le lecteur indemne. Moi, en tant que lecteur masculin, je dois dire que cette lecture, elle m'a touché. Elle m'a fait éprouver des sentiments coupables et a parfois fait jaillir en moi d'ailleurs un effet de honte, une honte d'être un de ces hommes qui participent d'une manière ou d'une autre à ces violences. Parce que c'est bien de la violence aussi qui traverse ce roman, quoi. Alors bien sûr qu'il y a plein de manières d'entrer dans ce roman, d'en parler. Pour ma part, j'ai vu une histoire de corps volés, de corps désappris, abîmés, offerts à la prostitution, violés, vieillis par le temps. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une histoire de corps dépossédés ? Oui, complètement. En fait, c'est assez rigolo parce que je me rendais pas forcément compte, mais c'est un ami à moi qui un jour a décompté le nombre de fois où le mot corps apparaissait. Donc c'est vrai que de manière thématique, le corps est omniprésent, effectivement. Et ça a été pour moi le moyen d'entrer justement dans une écriture qui était une écriture, on va dire, plus intime et plus personnelle, de manifester ce corps-là, ce corps de la femme. Et le corps est donc thématisé en permanence puisque c'est que des femmes qui se regardent, qui se jugent. Et le rapport entre toutes ces femmes, c'est simplement qu'elles sont prisonnières de ce corps-là. Sous différentes modalités, effectivement, il y a par exemple une femme très âgée qui se regarde dans le miroir vieillir avec un gigolo très jeune j'ai décliné un peu cette chose-là et donc j'ai un peu l'impression que en quelque sorte malgré les différences de toutes ces femmes, on peut dire sociales, d'âge, de race, enfin tout ça, finalement ce qui les lie c'est au final, cette réduction à n'être qu'un corps. Évidemment, elles ne sont pas que cela, mais en tout cas, ce sentiment parfois de se perdre et n'être plus que ce corps-là. Et donc, quand ce corps fait défaut, quand il n'est pas assez, etc., toute la violence surgit. Et c'est l'individu elle-même, et donc ces femmes qui s'écroulent dans cet effondrement du corps. Donc, oui. Je pense évidemment que c'est un livre sur le corps. Je l'avais pas pensé avant de l'écrire. Je voulais, c'est voilà. Et depuis, depuis toutes les littératures que j'aime et tous les livres que j'aime sont des livres qui parlent du corps, quoi. Du coup, c'est vrai que comment est venue cette idée d'écrire ce livre ? C'était pas du tout une idée que j'ai formulée. Moi, j'avais écrit un premier roman, où le personnage était un jeune personnage masculin qui s'appelait Louis. J'avais un roman un peu classique d'initiation d'un jeune homme désabusé au XXe siècle. Somme toute quelque chose assez classique, avec beaucoup d'ironie et tout ça. Et puis, en fait, j'arrive plus à savoir quel a été le premier de ces textes. Je sais plus, mais je sais qu'à un moment, j'ai été embarquée dans une écriture comme ça, de dizaines et de dizaines de textes. Ils sont pas tous là, évidemment, j'en ai enlevé plein. Inspirés par des faits divers, par des faits divers parlant de femmes, de violences, et je sais pas comment je me suis retrouvée embarquée là-dedans. Ce que je sais en tout cas, c'est quand j'écrivais tout ça, pour moi c'était pas du tout un roman. C'est-à-dire que j'étais pas du tout en train de faire une œuvre, je savais pas ce que je faisais, quoi. Et j'ai mis, après le moment où j'ai commencé à écrire tout ça, il m'a fallu bien, je sais plus, 6 mois ou 1 an avant de me dire, mais en fait, et je continue à me dire, mais en ce moment t'écris pas, tu fais pas de livre, c'est catastrophique, tu fais rien. Et il m'a fallu après les avoir écrits, un temps de recul pour me dire, mais en fait, ce que t'es en train de faire là, c'est un livre. Enfin, Et j'avais encore comme une sorte de surmoi appris dans la littérature académique. Bon, voilà, tout ça, j'étais petite encore. Et puis c'est vrai que j'ai fait des études de lettres classiques. Enfin, j'avais un peu cette chose de vouloir, j'imagine, de sa manière, être la bonne élève aussi et m'intégrer à cette grande lignée d'écrivains ou je ne sais quoi. Ça a dû traîner, quoi, jusque dans le début de ma vingtaine. Et en fait, un jour, j'ai décidé de les assumer. Et voilà. Je sais pas si je les assume encore complètement, en tout cas, mais voilà, c'est là. Et dans cette dépossession des corps, il y a aussi une dépossession du regard que l'on porte sur son propre corps, parce que c'est un corps qui est déjà perçu à travers les yeux des autres, à travers
les yeux de l'autre, et en l'occurrence de l'autre masculin. Et vous dites d'ailleurs, vous écrivez une chose frappante, c'est se regarder donc d'un autre masculin, dont on apprend qu'un garçon, dans l'enfance, c'est fait pour jouer, et plus tard, c'est fait pour jouir. Alors, vous ajoutez d'ailleurs plus loin, ton corps est une faille, une brèche, et le monde s'y engouffre. C'est fort comme rapport, le monde s'y engouffre. C'est vrai qu'il y a cette dimension. Alors, c'est pas uniquement le regard des hommes, en fait, il y a aussi beaucoup le regard des femmes, qui est extrêmement violent dans le livre. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui apparaissent, enfin, ça, on me l'a souvent dit, où sont les hommes dans le livre? En fait, ils sont tout le temps là, mais effectivement. Mais il y a aussi, cette manière d'exister en tant qu'image, elle est aussi constituée par les femmes. Alors, évidemment, à l'aune de ce regard masculin, enfin, on sait bien, voilà, mais en tout cas, par exemple, le regard des mères sur le corps des filles, c'est quelque chose d'extrêmement violent la plupart du temps, et de très objectivant aussi, et on apprend effectivement à regarder son corps, à le disséquer, à toujours frapper. Parfois je parle avec des amis mecs et je vois qu'il y a des choses sur leur corps qu'ils ont même pas remarqué. Enfin, alors que quand on est une fille, on passe son temps en premier lieu à se scruter, et ça veut dire qu'on est d'abord soi-même ce regard-là, d'abord cette étrangère à soi-même. On a intégré comme ça toutes ces strates de regard, ou la manière dont... Pareil, on était un jour à la bibliothèque avec un copain et je lui ai fait remarquer la manière dont dès qu'une fille se levait, les autres filles regardaient et nous on se regardait. Enfin, une sorte de manière d'exister comme ça, toujours dans ce regard, et même quand le regard est absent, en fait. Même quand il n'y a pas de regard masculin présent, c'est tellement intégré qu'il y a cette sorte de perpétuel jugement, et qui est très humiliant, parce que déjà il est donc effectivement objectivement vis-à-vis de soi-même, et puis tout le temps en fait réducteur et dégradant, et humiliant à un deuxième degré, c'est-à-dire où en plus on se sent piégé dans ce jeu du regard et dans ces choses dont on sait bien qu'on devrait les avoir déconstruites aussi et ne pas s'en soucier, bon, enfin toutes ces choses-là, et que c'est en fait quand même un long chemin pour sortir de ce qu'on pourrait appeler d'ailleurs une emprise du regard, en tout cas effectivement. Souvent d'ailleurs, on a des monologues un peu intérieurs de ces femmes qui regardent leur corps d'un regard qui est souvent déprécié, quoi. C'est un corps vieilli, un corps dégueulasse, un corps naufragé, quoi, en quelque sorte, quoi. Et je me disais aussi que peut-être la question est à la fois bien sûr le fait que c'est un corps qui ne coïncide pas avec les standards de beauté, quoi. Mais c'est un corps aussi que l'on offre, quoi, que l'on donne, quoi, et que l'on donne parfois dans l'espoir d'un lien, d'un geste, d'un regard, d'une tendresse, d'un amour, quoi. Et en fait, évidemment, un amour qui ne vient jamais vraiment, quoi, et qui ne vient jamais véritablement, et elles sont tout à fait lucides d'ailleurs que cet échange, il est déjà vicié dès le départ, quoi. De toute manière, un amour effectivement qui ne reposerait que sur le corps, enfin voilà, c'est de là-dessus d'ailleurs que vient, je pense, en partie une sorte de terreur de vieillir des femmes, parce qu'on sait très bien, enfin c'est, voilà, qu'il y a quand même une part je pourrais dire d'un amour falsifié ou quoi, qui repose sur justement, voilà, cette... Mais vous disiez aussi que c'était sur les femmes qui ont des corps qui ne correspondent pas, mais ce qui est très intéressant, c'est que moi on en parlera peut-être plus tard, mais j'ai découvert récemment Nelly Arcan, et qui était elle une prostituée, et elle le dit comme ça, elle arrête pas de le dire, putain, enfin j'utilise des termes qu'elle emploie elle, et dont elle se revendique, et donc putain elle dit, et qui était entièrement refaite, et donc quand on la voit, elle correspond exactement à tous les canons en fait de la beauté. Je veux dire, elle s'est fait refaire les seins, elle s'est fait refaire les lèvres, donc c'est une sorte de bimbo total, donc on va dire qu'il correspond absolument à ce schéma-là d'une beauté canonique, et elle n'a de cesse de parler de la violence, de même avoir voulu correspondre à ce regard-là, donc c'est terrible parce qu'il y a une schizophrénie totale en fait, encore une fois, et d'ailleurs elle finit par se suicider, mais entre ce qu'elle a décidé d'accepter, mais elle sait très bien que c'est pour recevoir un amour des hommes, que c'est pour être la plus aimée, enfin elle le dit tout le temps, et elle est extrêmement lucide sur le fait que ça ne marche pas, que ça ne marchera jamais, que des putains il y en aura toujours d'autres, qu'elles sont complètement interchangeables, que d'un coup ces seins ils sont trop gros ou pas assez gros, et donc en fait c'est assez fascinant de voir la lucidité et la violence que ça produit du coup, on va dire un corps comme ça vraiment standardisé, et elle-même elle le dit, quoi, vraiment elle correspond à tout ça, et en même temps qui s'effondre tout le temps, parce que c'est jamais ça, c'est jamais assez. Et de toute façon je pense que moi c'est pour ça que j'ai mis tous ces personnages en regard dans le livre, c'est qu'en fait la féminité, en tout cas tout ça, est faite de tellement d'injonctions contradictoires qu'on peut jamais, en fait, y correspondre. Donc il n'y a pas de moment, je pense, où on arriverait à une sorte de plénitude, et parce que voilà, il y a toujours autre chose. On sait bien qu'il faut être trop, enfin, on évite trop, on n'évite pas assez, donc c'est une sorte de perpétuel comme ça, et en fait, on peut jamais rejoindre cette sorte d'idéal qui est lui-même grossièrement, enfin voilà, on sait bien, c'est ce truc structurel de la maman et la putain, tout ça, donc en fait, c'est des choses qui sont irréconciliables, et qu'en fait, une femme devrait incarner, et si elle est l'une, elle est jamais l'autre, voilà.
Alors donc, mais à ces corps dépossédés, ou en tout cas ces injonctions qui font aussi qu'il sera jamais véritablement le nôtre, et en même temps on pourrait le dire à l'inverse, on peut même se prendre un peu à rêver, on pourrait parler d'habiter son corps. Qu'est-ce que ça pourrait être d'habiter son corps? Bah moi je sais pas, j'en ai pas l'expérience du tout. Moi j'ai une expérience quand même de la dissociation, enfin de toutes ces choses-là qui sont produites justement par... Alors voilà, j'utilise des mots un peu débiles, mais voilà, ce qu'on appelle des vécus traumatiques, tout ça, bon, enfin on peut dire autrement, on peut parler de viol et tout ça, c'est des choses qui produisent effectivement des rapports au corps complètement... Donc moi je sais pas ce que ça voudrait dire habiter son corps, parfois je le ressens, j'imagine que c'est simplement... c'est effectivement l'habiter et ne pas le prendre comme objet. Mais je saurais pas, enfin j'espère que c'est possible, mais je saurais pas exactement dire. Et il y a une forme dans le texte parfois de moments de jalousie aussi à l'égard de que les filles semblent éprouver à l'égard de certains garçons dont elles ont l'impression qu'ils vivent plus leur corps, justement qu'ils habitent plus dedans et qu'ils ont moins de soucis à se faire à propos de ça, même si on a tous un souci à propos du corps, parce que c'est quand même un fardeau. Mais ça, j'ai pas la réponse. C'est un travail. Mais vous avez dit d'ailleurs, vous avez utilisé le terme ressentir, et il y a un point aussi qui est quand même important dans ce que vous dites, de ce que vous écrivez, c'est que cette dépossession des corps, donc elle produit ce sentiment d'étrangeté, et aussi un sentiment d'irréalité, comme s'il y avait une sensation un peu commune qui pouvait traverser chacune, qui grondait en chacune, c'est la sensation d'être inconsistante, pas réelle. Et d'ailleurs, vous ouvrez votre roman avec une citation d'Annie Ernaux, « Je flotte, un de nos mots courants entre filles pour désigner cette drôle de torpeur, certains jours, la sensation d'être inconsistante, pas réelle. » Alors cette phrase d'Annie Ernaux, je la trouve vraiment très belle parce que en apparence, elle est légère, enfin il n'y a rien de violent en apparent, mais en fait, c'est justement ce sorte de flottement permanent et cette distance à soi-même, et en fait, je l'ai mise en exergue du livre, vraiment en regard de la phrase de Sade qui vaut quand même une ère de la modernité, des débuts du capitalisme, enfin tout ça, et d'une manière aussi de s'approprier les corps, enfin cette sorte de violence à l'œuvre dans l'œuvre de Sade, et quand il dit justement la femme doit être comme la chienne, comme la louve, elle doit appartenir à tous ceux qui veulent d'elle. Donc là on a une phrase extrêmement violente, et je me suis dit qu'est-ce que ça donne à l'autre bout du temps? Ça donne cette phrase de Ernaux. C'est-à-dire que quand on s'est approprié les corps de manière violente, etc., on a des individus comme ça qui simplement flottent, qui sont pas réels et qui sont pas vraiment incarnés. Et donc j'ai aimé mettre ce double, ces deux phrases en regard, et aussi cette phrase, la violence apparente justement de elle doit être comme la chienne, comme la louve. Et ensuite, qu'est-ce que ça fait? Ça produit cette sorte de distance à soi-même, d'écart, de dissociation. Je pense que c'est une des choses les plus difficiles à dire aussi dans le langage, la dissociation. Enfin, c'est aussi pour ça que je pense que mon texte était fragmenté, et avec tout le respect que j'ai pour mon éditeur, la première chose qu'il m'a dit c'est mais pourquoi vous ne ferez pas un vrai roman? Et donc je lui ai expliqué pourquoi c'était un texte fragmenté, c'est parce que c'est un texte de la dissociation justement, et c'est un texte qui raconte cette fragmentation là, et cette idée justement que en fait toutes ces femmes sont des potentialités qu'on a en nous, des potentialités de devenir une telle, de finir ainsi, d'être comme ça, et enfin tout ce jeu de regard là, et cette dissociation, vraiment cet éclatement en mille fragments et en images contradictoires. Et ça me fait penser parce que je travaille pas mal sur la peinture en ce moment, et sur une peintre, j'ai travaillé un peu sur une peintre qui s'appelle Suzanne Valadon, et qui en fait d'abord était modèle. Et donc faut savoir que les modèles pour les peintres, déjà elles se donnaient à eux évidemment, enfin c'est-à-dire que dans les journaux de peintres comme Delacroix, on voit à chaque fois qu'une modèle passe, il la peint. Donc c'est-à-dire qu'il fait, dans ses tableaux, il peint une morte, donc une femme écartelée, donc avec le modèle qu'il a sous ses yeux, et puis ensuite il couche avec elle, quoi, puis elle part. Donc déjà cette manière de s'approprier le corps vivant pour en faire une grande œuvre, et qui plus est. Et je me demande vraiment qu'est-ce que ça devait faire pour ces femmes, parce que quand elles étaient modèles, elles étaient modèles pour beaucoup de peintres et pour beaucoup d'œuvres différentes. Donc on va retrouver souvent les mêmes modèles au Louvre. Aujourd'hui il y a des travaux qui sont faits pour les nommer, pour donner leur prénom, etc. et pour leur donner un peu une histoire. Mais du coup c'est assez fascinant. Cette femme qui donc était modèle était une des rares qui finalement est passée du côté de la peinture et à être peintre. Et je me dis avant ça son image a été écartelée et fragmentée en des milliers de représentations. Et comment se retrouver là-dedans, quoi? Comment se retrouver parmi toutes ces femmes qu'elle incarne? J'ai un peu perdu le fil, mais je sais plus ce qu'on dit. Sur la dissociation, voilà. Je sais que c'est difficile à le poser, mais j'aime bien aussi jouer sur le contraire pour essayer de se redonner des prises aussi. Ce serait quoi de ne pas flotter, de se sentir consistant, de se sentir... Est-ce qu'il y a des moments où on ressent cette consistance, et où est-ce qu'on ressent cette consistance en fait, ça, j'imagine que c'est différent pour chacun. Enfin voilà, je veux dire, si on prend ce que c'est, dans la littérature, etc., ou on va dire que le sexe par exemple, c'est un moment où on attend ça, mais bon, quand vous avez un rapport problématique à votre corps, c'est pas vrai. Donc je veux dire, c'est compliqué, je sais pas à quel moment. Évidemment il y a des moments, pour en parler, la musique évidemment c'est quelque chose, c'est des moments mais il y a plein de moments quand même où on s'oublie, mais c'est difficile. Et du coup je pense qu'on oublie trop souvent qu'il y a beaucoup de gens, et moi je me demande combien. C'est un peu mon prochain livre, je travaille là-dessus aussi. En fait, on oublie qu'il y a beaucoup de gens pour qui juste,
être au quotidien au monde est extrêmement difficile, quoi. Et justement, je trouve ça d'autant plus difficile quand on est, en permanence des représentations de la jouissance, de ce que c'est que voilà être puissant, que ce que c'est qu'être heureux. Que moi, j'ai passé des années à me dire mais pourquoi tu y arrives pas, quoi. Pourquoi t'arrives pas à être là? Mais t'as tout, mais regarde-toi, t'es une jeune fille, t'es blanche, t'es à Paris, t'es pas... Enfin, voilà, tous ces trucs de... Mais qu'est-ce qui fait que t'y arrives pas? Bon, en fait, il y a aussi, moi, les violences auxquelles je m'intéresse, au-delà de... qui sont produites, évidemment, par des violences structurelles, politiques, ça, c'est toutes ces violences-là qui font que c'est beaucoup plus difficile d'exister pour beaucoup de gens, en fait. Après, je pense que ça... Ce qui est assez bien, c'est que je pense que ça s'apprend, quoi. Enfin, que c'est long, en fait, qu'il faut apprendre à dire, à parler, à savoir. Et voilà, et que c'est quelque chose, moi, un peu bêtement, du coup, je suis très contente de vieillir et je me dis, bon, en fait, c'est quelque chose qui va arriver avec l'âge, quoi, cette sorte de maîtrise et de plénitude et de savoir et d'être en paix, en fait. Et c'est un peu comme ça que je contrecarre les choses et que du coup, j'ai l'impression que... Enfin, moi, j'ai même pas peur de vieillir et tout ça, ces choses-là, pour moi, parce que je viens tellement de quelque part où c'était difficile, je saurais pas ce que c'est, mais c'est des levées de soleil avec des amis, je sais pas, plein de choses, plein de moments évidemment, des moments de puissance collective, où on sent, voilà, il y a plein de moments, mais... Des moments de résonance, des moments sensibles. Dans le livre, il y a des hommes, en creux en tout cas, et souvent c'est un intime d'hommes qui ont du mal à bander, qui ont du mal à jouir, et qui ont besoin de posséder l'autre. C'est parfois leur seul accès au plaisir. Vous dites d'ailleurs, vous écrivez, pour se masturber, il lui fallait toujours voir sur le visage des femmes la défaite, et sur leur corps des stigmates. Ouais, ça c'est vrai qu'il y a des personnages d'hommes. En tout cas, c'est quelque chose qu'on m'a souvent reproché. Oui, où sont les hommes? Ils n'existent pas. En fait, ils sont évidemment omniprésents. Et là, je vais encore parler de Nelly Arcan parce que je suis dedans. Et en fait, moi, je l'ai lu cet été. Et c'est vrai que quand je l'ai lu, j'ai vraiment pris une claque et j'ai l'impression qu'elle avait fait mieux que moi avant ce que j'avais, différemment, mais en tout cas, voilà, qu'elle avait exprimé ça. Et en fait, son livre, on dit toujours, c'est un livre sur la sexualité féminine. Et en fait, c'est faux. Parce qu'il n'y a pas de sexualité féminine dans son livre. Il n'y a que la sexualité des hommes qui s'approprient son corps à elle, donc elle parle de son corps, etc. Mais il n'y a que cette sexualité masculine. Et là aussi, ils sont montrés de manière, dans le livre de Nelly Arcan, extrêmement pathétique et extrêmement faible. Et de toute façon, on sait bien que voilà, ça va ensemble. Et donc, tout ça, aujourd'hui, voilà, les hommes sont faibles. C'est pour ça que, oui, on sait. Voilà, effectivement. Donc, oui, je sais pas quoi dire trop d'autres là-dessus. Mais... En fait, ça m'a fait penser à un livre que je suis en train de lire de Neige Simo, qui est paru là en 2023 aux éditions POL. Et elle raconte, donc c'est un portrait glaçant de son violeur, qui est son beau-père, qui l'a violé pendant toute sa jeune enfance et pendant des années, et elle écrit la chose suivante. Quand on lui demandait la raison de ses agissements, mon beau-père disait qu'il avait été acculé à cette situation car il ne trouvait pas d'autre moyen d'entrer en contact avec moi. Ça semble incohérent, vu d'ici, si longtemps après, mais ça semblait déjà incohérent à l'époque. C'est l'aveu très clair d'une prédation qui ne visait pas que la domination sexuelle, mais bien au-delà. À travers la domination, la torture, atteindre la vie même. Je trouve que ça résonne parfaitement avec ce que vous écrivez sur la position de la vie même, quoi. De toute façon, c'est jamais des questions circonscrites, les questions de violence sexuelle, et on y revient parce que c'est la question du corps, et je veux dire, les choses, elles marquent à vif et pour toujours. Donc effectivement, il y a, dans ce genre de rapport-là, il y a d'autres rapports de domination qui se jouent, évidemment. C'est pour ça que tout va ensemble et qu'il faut tout déconstruire ensemble, et que c'est pas, et c'est pour ça aussi qu'il faut entre guillemets, les traquer. Parce que quand on déroule un peu le fil, on se rend compte que tout est toujours déjà là. Et que, c'est certains gestes qui en permettent d'autres, et que c'est un rapport en général à la domination, et la domination, qui permet ça. Donc, effectivement, je pense que c'est toujours un rapport à la vie même dans son entièreté. Parce que le corps, c'est pas juste le corps, quoi. C'est par là qu'on est. Et donc, effectivement, les atteintes au corps sont des atteintes à la vie même. Puisqu'on a déjà parlé à plusieurs reprises de Nelly Arcan, on peut peut-être lire un extrait. Et je dis que je lis pas beaucoup parce que c'est vrai que souvent, la plupart des livres... je suis pas une lectrice de loisirs ou même, on va dire, de curiosité. J'ai pas trop ce rapport-là. C'est vraiment un truc d'écriture, quoi. Et la première ligne de Nelly Arcan, j'ai pas pu m'arrêter, quoi. J'ai lu les 2 livres en 3 jours et c'est vraiment d'abord une écriture, quoi. Et donc ce texte-là, putain, c'est son premier, ou je sais plus si c'est Folle le premier. D'ailleurs, moi j'avais jamais lu ces textes parce que on la présente toujours justement... déjà sur la couverture des livres, elle est présentée des images d'elle super sexy et tout ça, et on est toujours, oui, c'est l'écrivain prostitué, donc je voyais un peu le truc sulfureux à la con, et je me disais, bon, mais en fait c'est une écrivaine, j'allais dire d'abord avant tout, c'est pas vrai, parce qu'elle était aussi effectivement prostituée, les deux, mais en tout cas c'est vraiment une écrivaine, et voilà.
Et donc dans ce livre, putain, elle ressasse, c'est un long monologue, parce que je suis aussi obsédée par les monologues, un long monologue dans lequel elle parle beaucoup de ses clients. Je le lis. Et que pensent mes clients de tout ça ? De ma mère et de leurs femmes, de moi et de leurs filles, du fait que meurent leurs femmes et qu'ils baisent leurs filles. Eh bien, que pensez-vous qu'ils en pensent ? Rien du tout, j'en ai peur, car ils ont trop de réunions à présider en dehors desquelles ils ne songent qu'à bander. Et lorsqu'ils me confient d'un air triste qu'ils ne voudraient pas que leur fille fasse un tel métier, qu'au grand jamais ils ne voudraient qu'elle soit putain, parce qu'il n'y a pas de quoi être fier, pourrait-il dire s'il ne se taisait pas toujours à ce moment-là. Il faudrait leur arracher les yeux, leur briser les os comme on pourrait briser les miens d'un moment à l'autre. Mais qui croyez-vous que je sois ? Je suis la fille d'un père comme n'importe quel père. Et que faites-vous ici dans cette chambre à me jeter du sperme au visage alors que vous ne voudriez pas que votre fille en reçoive à son tour, alors que devant elle vous parlez votre sale discours d'homme d'affaires, de vacances de Noël à Cuba et de toujours nouveaux programmes informatiques. Que faites-vous ici alors que vous redoutez qu'elle suce à la file toutes les queues de tous les pères de tous les pays? Et d'abord, qui vous dit qu'elle n'en ait pas eu une elle-même de putain, car il y en a tant, de plus en plus jeunes et de moins en moins chères? Qui vous dit qu'elle ne putasse pas avec votre père et vos frères, qu'elle n'ouvre pas les jambes à tous les costumes de toutes les professions et qu'elle ne ramasse pas chaque fois le même aveu de ses pères, qui ne voudraient pas que leur fille soit putain? Et comment cette masse de putains a-t-elle pu se former ainsi alors, à l'insu de l'intérêt public? Comment vos filles ont-elles pu ouvrir la bouche sur le premier venu? Eh bien, elles le sont devenues sur le chemin de l'école. Vous vous rappelez? La petite jupe d'écolière que le vent soulève sur la petite culotte blanche, elles le sont devenues dans le regard qu'on a porté sur elles, et elles le resteront jusqu'à la fin. Et j'ai un peu ri en le lisant parce que il y a quand même beaucoup d'humour. Enfin, je veux dire, en fait, dans la puissance de sa lucidité, elle se moque vraiment. Alors, voilà, quand elle dit, alors comment cette masse de putains s'est-elle formée à l'insu de l'intérêt public, quoi. Et c'est vrai qu'il y a cette sorte d'hypocrisie tout le temps, et elle a vraiment, ce qui est terrible, c'est qu'elle le démasque jusqu'au plus loin, quoi. Il y a rien qui subsiste. Et voilà, elle dit, en fait, ces femmes putains sont devenues putains. À l'instant même, on a posé sur leur regard de leur corps de petite fille un regard qui s'est posé de telle manière. Parce qu'on sait que le regard se pose comme ça sur le corps de jeune fille. Enfin voilà, c'est un truc, on apprend très tôt à ce qu'il faut couvrir son corps. Mais pourquoi ? Enfin, je veux dire, en fait, donc très tôt, on apprend cette sexualisation, ce regard, c'est immédiat. Moi, on a passé mon enfance à me dire de fermer les jambes, parce que j'écartais grand les jambes, quoi. Et oui, on voyait ma culotte, mais je veux dire, et en fait, on sait que c'est quelque chose. Enfin, je veux dire, je me faisais engueuler à 10 ans parce que j'avais mis du rouge à lèvres. Pourquoi ? Parce que d'un coup, donc, et elle a cette sorte de lucidité extrême, une langue, bien sûr, qui est absolument magnifique, où c'est complètement haletant et on n'en sort jamais. Enfin, c'est une sorte de litanie comme ça. Mais aussi, là, je le redécouvre avec quand même pas mal d'humour, quoi. C'est-à-dire, voilà, ces hommes d'affaires qui sont là, qui ont des réunions et tout, qui vont voir une putain, mais qui, voilà, surtout, leur fille ne soit pas putain. Et donc c'est cette sorte de chaîne en permanence comme ça où on veut pas que certaines soient putains, donc ces filles-là, on va voilà, les prémunir et leur dire de ma peine de jupe trop courte, mais par contre, c'est une sorte de circulation comme ça, voilà. Mais j'aurais pu lire tout son livre. Enfin, c'est vraiment magnifique. Justement, peut-être pour terminer sur ce premier épisode, sur ce que peut la littérature, là ici d'un point de vue politique, hein, puisqu'on a cité beaucoup d'autrices, et que peut la littérature pour vous? Quel est ce geste d'écriture? Est-ce que c'est un geste politique aussi pour vous? Bah oui, évidemment. C'est compliqué parce que moi, on m'a toujours demandé si mes livres étaient féministes. Voilà, c'est la question qu'on pose toujours. J'ai pas envie d'y répondre comme ça parce que c'est pas une question. Nelly Arcan, je veux dire, son livre est truffé de misogynie parce qu'elle-même a des moments de misogynie, etc. Donc on pourrait dire, ah, mais c'est pas... voilà. Donc il y a pas... En tout cas, le geste de la littérature est pas un geste, on va dire, politique pur, au sens programmatique, au sens didactique. Par contre, je pense que vraiment, ce qui est beau dans la littérature, moi j'y pense souvent, mais voilà, un livre, c'est quelque chose qu'on reçoit quand on est seul, qu'on lit dans la solitude. Et moi, j'ai rencontré des hommes de 65 ans et tout ça, qui m'ont dit que le livre les avait bouleversés, qui sont pas des hommes, ni politisés, ni parfaitement au courant de tout ça, et qui, j'imagine, par exemple, des discours politiques pourraient complètement crisper. Et donc, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour moi, il y a différents plans. Il y a le plan de la lutte politique qui est fondamental et nécessaire, mais dans ce plan-là, on se crée en permanence des ennemis, et je pense que dans cette autre manière de communiquer qu'est la littérature, en fait, on peut arriver à toucher, puisque d'un coup, on se retrouve à parler d'individu à individu, mais en même temps, on est complètement seul, et en fait, c'est fou comme ça. Voilà, je sais que d'un coup, je dis des choses extrêmement intimes à quelqu'un qui ne les aurait jamais reçues d'aucune autre manière. Enfin, cet homme-là qui m'arrête pour me dire ça, mais jamais, en fait, il aurait... Et donc, je pense que, en ce sens-là, ça a vraiment une puissance politique très forte, et surtout, voilà, cette manière de s'autoriser à dire. Moi, j'ai mis longtemps à m'autoriser à dire ça, à parler de ça, voilà, on le sait, mais évidemment, il y a eu énormément de femmes qui ont écrit, mais qui ont été complètement invisibilisées. Et je veux dire, moi, j'ai fait 20 ans à l'école, on m'a parlé de 2 autrices. C'est-à-dire 20 ans à l'école, donc je sais qu'aujourd'hui, sûrement, ça change et tout ça, mais c'est des banalités, mais quand on le redit, c'est la bibliothèque de tous mes amis, il y a que des mecs. Je veux dire, c'est comme ça. J'arrive chez des gens et il y a que des mecs. C'est fou, et en fait, c'est des banalités, mais il faut encore le redire. Et moi, je me suis rendu compte que un des plus grands, pour moi, c'est Faulkner. Il y a très peu de personnes qui parlent comme lui de ce que c'est qu'être une femme et de ce que c'est qu'être noire et tout ça, donc je trace pas de grandes lignes, mais
mais c'est vrai que, en tout cas dans la littérature la plus contemporaine, moi je trouve plus d'appui et d'alliés chez des autrices ou chez des écrivains homosexuels en fait aussi, ou chez des écrivains racisés, en fait des écrivains chez qui le corps est au centre, voilà, parce que c'est ça. Et aussi je réfléchissais pas mal il y a dans la littérature, on va dire grossièrement, de la masculinité finissante occidentale qui se produit aujourd'hui, il y a toujours une forme de cynisme, voilà, et de je suis très intelligent, je suis cynique, je décortique, voilà, on va prendre Houellebecq, quoi, super, c'est super malin, et, bon, il a vu que BFM TV, c'était, enfin, une sorte de cynisme et désabusé et de caractère dépressif, qui je pense, quand on est tellement en lutte avec son corps, juste déjà pour survivre, on peut pas être désabusé comme ça, en fait. C'est autre chose qui se joue, autre chose de plus fondamental, de plus vital, de rage aussi, de colère et d'envie aussi. Je pense que ça peut quand même quelque chose, j'espère. Et la rage, pour terminer, mais la rage, elle est présente dans votre livre parce qu'il y a des femmes qui, enfin, elles tiennent encore, et certaines d'ailleurs sont vengeresses, quoi. Et leur rage, vous l'écrivez, hein, cette rage que tu portes comme l'on porte un enfant, il faudrait encore en accoucher et en barbouiller le monde. Et justement, ces rages-là, ces voix qui bouillonnent, et en fait, elles finissent par barbouiller le monde. Est-ce qu'il vacille le monde par ces voix-là? C'est, je trouve, une jolie ouverture d'une voix qui porte, quoi. Ouais. Qui pas juste se raconte, mais qui fait son droit. Après, c'est la question de la rage et de la colère, c'est très compliqué parce que c'est bien la rage et la colère, mais c'est aussi très autodestructeur. Enfin, il y a ce truc de... Et là, je pense, tu vois, justement, on revient à ce truc de qu'est-ce que ce serait qu'être incarné, qu'est-ce que ce serait qu'être finalement libéré un peu de tout ça, ce serait en fait d'en avoir juste rien à foutre, tu vois, enfin d'une certaine manière. Ce qui est impossible et difficile, et dans son texte Une chambre à soi, Virginia Woolf, elle parle beaucoup de ça, et elle lit des écrivaines, elle dit ce qui me rend triste et ce qui fait qu'elles sont pas des écrivaines, qu'elles sont tenaillées par la colère. Alors moi je suis pas d'accord parce que je pense qu'on peut être justement, enfin qu'il faut qu'il y ait cette colère, qu'il faut en passer par là, mais en quelque sorte j'espère que c'est un moment dialectique à dépasser aussi, quoi, c'est-à-dire pas pour s'apaiser ou voilà, ou en fait c'est juste que c'est, enfin je le vois, moi j'ai les moments de colère et qui surviennent parfois même avec des gens qu'on aime, enfin je veux dire même avec des garçons, voilà, qu'il y a des moments de distance parce qu'il y a des moments de conflit, et justement par exemple ce truc de qui peuvent pas se rendre compte parfois à quel point c'est violent la manière, voilà, entendre les garçons d'un coup parler d'une nana ou juste mater des meufs sur Instagram, des trucs débiles qui semblent débiles, quoi, et d'un coup une sorte de colère immense qui monte parce qu'en fait juste ils se rendent, enfin de pas se rendre compte que tout ça est lié et que ça, enfin c'est une sorte de participation, et d'un dire ouais mais ça va, on n'est pas des sales types, on sait qui c'est les sales types, et en fait juste de dire mais de pas voir que tout ça en fait ça tient, c'est un système qui tient très bien ensemble en fait, et que aussi d'une certaine manière de savoir que des gens qu'on aime et des garçons qu'on aime etc peuvent être là à mater des meufs sur Instagram, à participer à ce sorte de truc du regard qui fait que les meufs vont continuer elles-mêmes à se faire dans tout ça, quoi. Et donc c'est vrai que ce serait bien de, je sais pas s'il faut essayer d'être en colère, j'espère pas, mais quand même trouver une forme de, je sais pas détachement, mais en tout cas que cette colère soit vraiment source de puissance, quoi. Merci beaucoup Louise Chenevière, on se retrouve la semaine prochaine pour un second épisode. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio en partenariat avec Collatéral, et cet épisode a été réalisé par Romain Huette. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de cet entretien.